Quand on parle de Ugreen, on pense tout de suite petits accessoires. Batterie externe, chargeur, câble, dock multiport, etc. Et au fil des années, sur ce segment de marché, la marque a acquis une solide réputation grâce à un excellent rapport qualité-prix. Cependant, il faut désormais compter sur la marque dans le domaine très concurrentiel des NAS, où elle s'est lancée depuis 2 ans et officiellement en France seulement depuis cette année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la marque se donne les moyens de ses ambitions, avec une gamme déjà large pour une première incursion. En effet, la gamme comporte 6 modèles allant d'un 2 bay à moins de 300 € jusqu'à un gros 8 bay à 1300 €, en passant même par un NAS Full SSD. Le tout en lançant son propre OS pour faire tourner tout ça, le Ugreen OS Pro. Mais face à des acteurs bien installés, comme peuvent l'être les taïwanais Synology, Asustor et QNAP, ou encore les chinois TerraMaster, Ugreen, également chinois, a-t-il des arguments suffisants à faire valoir pour s'imposer comme une alternative viable et sérieuse aux géants qui occupent ce marché depuis maintenant près de 20 ans? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec le test complet de leur NAS milieu de gamme, le DXP 4800+, sachant que l'OS sera quant à lui décortiqué dans une future vidéo à venir prochainement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies, et aujourd'hui plus particulièrement au monde du NAS, avec un test du D4800+ de la marque chinoise Ugreen. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est votre meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes. Alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Et merci également à François Lédanon, Michel B et Michael Servet qui ont utilisé le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir financièrement, ça fait vraiment chaud au cœur. Et je m'excuse si j'ai un aspect un peu luisant, un peu rouge ou je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais il fait extrêmement chaud en ce moment et même si j'ai mis un peu la clim en haut là, ça ne suffit pas à rafraîchir les combles. Notez également que pour votre confort, cette vidéo est chapitrée. Comme d'habitude, pour ceux qui sont tombés un peu là par hasard et ne connaissent pas encore vraiment en détail le monde du NAS et ce que ce type d'outil permet de faire, je vous invite fortement à mettre cette vidéo en pause et à aller voir ma vidéo ici sur le sujet en fiche ou en description avant de continuer. Et pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la marque Ugreen, sachez que les versions Plus constituent le milieu de gamme de la marque pour le moment, avec une entrée de gamme avec des noms qui n'ont pas d'extension, jusqu'aux gammes Pro pour les plus élevés, même si nous verrons que dans les faits, la gamme n'est pas vraiment claire et en tout cas pas aussi claire que ça, et que les dénominations sont un peu brouillonnes et parfois même illogiques quand on regarde ce qui est proposé en face. Dans tous les cas, après cette vidéo, vous devriez avoir une bonne idée de la gamme, de ses caractéristiques, ainsi que des performances offertes par notre modèle du jour, qui est le DXP 4800+. La gamme de NAS Ugreen comporte actuellement 6 modèles, un 2 bay et un 4 bay simple, sous Intel N100, un 4 bay un peu plus costaud, sous l'IBD+, celui que nous testons aujourd'hui. Il est équipé d'un Pentium Gold 8505, un 8 bay équipé du même processeur portant le LibD+, et un NAS compact ne pouvant contenir que TSSD, portant également le LibD+, doté lui aussi d'un i5 1235U et disposant d'une connexion Wi-Fi directement intégrée. Le souci de cette gamme, c'est donc que les LibD+, et Pro n'ont pas vraiment de sens. On a des NAS de même gamme, avec des processeurs différents, des ports HDMI 4K ou 8K, des ports Thunderbolt 4 sur certains et pas sur d'autres. Clairement, le seul de la gamme Plus aurait dû être le 4800+ que nous testons aujourd'hui, et ceux avec les i5 1235U, des HDMI 8K et du Thunderbolt 4 auraient tous dû porter la mention Pro pour plus de clarté. Un petit souci de jeunesse dans la création des noms des différents modèles qui, je l'espère, sera clarifié lorsque Ugreen mettra à jour ses modèles avec une seconde génération de produits. Dès le packaging, Ugreen essaye de faire bonne impression et ça marche. Emballage noir bien pensé, boîte du NAS jolie avec des vernis sélectifs. Alors on est très loin des packaging écolos de certains concurrents qui essaient de rester sur du carton brut avec impression monochrome basique, mais il faut avouer que c'est agréable d'avoir un beau packaging comme ça quand on découvre un produit pour la première fois. Notez que dans la boîte, en plus du NAS et de son alimentation externe, on retrouve un filtre anti-poussière magnétique pour le ventilateur, un tournevis, 16 vis pour fixer les disques 2,5 pouces, 2 câbles réseau d'1 mètre de catégorie 7 avec des protections sur les embouts, 2 énormes pattes thermiques pour relier les SSD à la plaque extérieure de leur emplacement qui servira de radiateur, 2 clés pour verrouiller les baies de disques durs et les habituels documents de démarrage rapide et d'infos sur les garanties. Ce NAS mesure 18,5 cm de large et de haut pour 25,8 de profondeur et pèse sur la balance 3,9 kg. C'est donc un beau bébé
plus gros qu'un Asustor AS6804T qui est pourtant plus performant avec plus de slots NVMe et un écran externe. Le châssis est en aluminium et les baies pour disque dur sont en plastique. On retrouve sur l'avant les 4 baies avec des gros chiffres en surimpression pour les distinguer. Ensuite, on retrouve un bouton power avec une LED de statut, une série de 5 LED pour le réseau et les 4 disques, un lecteur de carte SD, un port USB-C compatible avec une vitesse de 10 gigabits seconde et un port USB-A de même capacité. La présence d'un lecteur de carte SD pourra servir surtout à sauvegarder facilement ses photos de vacances sans nécessité de passer nécessairement par un PC, et c'est plutôt une bonne idée. Les LED sont bien positionnées et visibles sous tous les angles, elles disposent d'un réglage de leur puissance d'éclairage sur 4 niveaux et peuvent être éteintes de façon permanente ou selon des souhaits d'horaire que l'utilisateur pourra librement fixer. Les bips de statut et de défaut sont bien entendu désactivables à l'envie dans les options du NAS. On peut verrouiller les baies avec les clés fournies et il suffit d'appuyer sur la partie basse pour les libérer. La fixation des disques 3,5 pouces se fait sans outil, via un système de baies coulissantes plutôt bien pensé, mais les 2,5 pouces nécessitent quant à eux d'y être vissés. Elles ne sont pas compatibles avec la connexion ou la déconnexion des disques durs à chaud, la doc précisant bien que toute manipulation devra se faire NAS éteint. Elles sont toutes munies de Silent Block et durant ma phase de test, je n'ai entendu aucune vibration parasite issue de ce NAS. Sur le dessous, on retrouve une trappe qu'il faudra dévisser pour accéder aux 2 slots pour SSD NVMe et aux 2 ports de RAM, ainsi que 4 petits patins en caoutchouc. Ces derniers ne surélèvent qu'assez peu le NAS, ce qui fera qu'en environnement très chaud, la dissipation thermique passive de la chaleur des SSD situés avec la RAM dans cet emplacement sans aucune ventilation sera quand même assez compliqué. L'usage des pads thermiques fournis est une absolue nécessité, les SSD étant déjà presque à leur température max au repos, faute de ventilation si on ne les met pas en place. On notera que c'est une bonne chose que ces slots soient facilement accessibles, même si un système sans outils aurait été encore plus appréciable. Plus encore pour la fixation des SSD eux-mêmes, les concurrents proposent quasiment tous désormais des systèmes avec des clips rapides pour leur installation à la place d'un système à visser. Sur la face arrière, nous retrouvons un port HDMI dont l'utilisation est très limitée, mais nous y reviendrons en cours de test, un port USB à 5 gigabits seulement, 2 ports USB-A à la norme 2, donc 480 mégabits, 2 ports RJ45 à 2,5 et 10 gigabits seconde et le connecteur d'alimentation. Cette connectique est surplombée par un très gros ventilateur de 140 mm. Tant que nous parlons de la ventilation, ce NAS propose 3 modes. Un mode auto qui s'adaptera à la température du système, un mode plein régime, très audible et donc à réserver à des usages particuliers, et un mode calme qui restera inaudible en toutes circonstances mais refroidira moins bien les composants. Notez par ailleurs que Ugreen ne propose pas de baie d'extension pour ses NAS. Il faudra donc bien réfléchir à son achat et au modèle adapté avant de se lancer, car vous n'aurez pas de possibilité d'étendre le nombre de disques durs après avoir acheté votre NAS. Le DXP 4800 Plus est équipé d'un processeur Intel Pentium Gold 8505. Il s'agit d'un processeur de 12e génération doté de 5 cœurs et 6 threads, cadencé à 1,2 GHz en mode turbo jusqu'à 4,4 GHz et lancé début 2022, consommant de 15 à 55 watts selon qu'il reste 1,2 ou grimpe à 4,4 GHz. Ce processeur est correct, mieux que pas mal de processeurs de NAS proposés par les principaux concurrents, et encore plutôt dans l'air du temps technologiquement, puisqu'il sait gérer le Thunderbolt 4, le PCI Express 4, etc. Dommage que sur ce modèle de NAS, Ugreen n'en ait pas profité pour proposer 1 ou 2 ports Thunderbolt 4, surtout que contrairement à AMD, Intel permet le host-to-host avec ses ports pour pouvoir utiliser le NAS avec une connexion 40 gigabits seconde avec une machine de travail dédiée. Cette fonction est réservée chez Ugreen aux NAS de 6 et 8 baies de la gamme. Notez également que ce processeur embarque un iGPU, un Intel Iris Xe, qui prend en charge le décodage matériel jusqu'à 8K sur de nombreux formats de flux vidéo. Côté benchmark, Passmark le place à 9220 points en multicore quand un V1500B d'un Synology 925 Plus ne sort que 4566, mais qu'un V3 C14 équipant un Asustor AS6804T en sort presque 12000. On est donc déjà sur un processeur plutôt solide pour un NAS. À titre de comparaison, même un processeur desktop très récent comme un Intel Core i3 14100 ne sort que 15 287 points sous Passmark pour une consommation de 65 watts. Le processeur est ici épaulé nativement par 8 Go de RAM DDR5 non ECC. On pourra l'étendre jusqu'à 64 Go avec maintien de la garantie constructeur, en remplaçant la barrette existante par une de 32 Go et en lui adjoignant une petite sœur sur le second port de RAM, disponible à côté des SSD. Alors ces 64 Go seront surtout utiles aux tâches les plus exigeantes avec des VM multiples,
de l'auto-hébergement de très gros sites web un peu vastes et avec pas mal de visiteurs simultanés, ou encore avec beaucoup d'utilisateurs qui utiliseraient tous des services différents en même temps. On a donc ici une proposition hardware plutôt équilibrée et permettant des usages poussés de son NAS. Côté consommation, Ugreen annonce le DXP 4800+, pour une conso max à 42 watts en usage et 18 watts avec les disques en hibernation. Dans les faits, équipé de 4 disques durs de 4 Tera et de 2 SSD pour le cache, j'ai pu mesurer jusqu'à 85 watts, soit plus du double de la fiche technique. À quel moment est-ce qu'on peut mentir sur ce paramètre à ce point-là en fait? C'est littéralement le pire écart que je n'ai jamais eu entre la donnée constructeur et la donnée mesurée sur un NAS testé sur cette chaîne. Ce n'est clairement pas un bon point pour ceux qui s'équiperaient en comptant sur la fiche technique pour estimer les coûts d'usage annuels de leur NAS, puisque là, dans ce cas précis, ça pourra aisément monter jusqu'à 150 € d'électricité par an au tarif actuel, avec un usage intensif en 24/7. En attente, sans hibernation des disques, ce NAS consomme encore autour de 55 watts, soit là encore plus que le max annoncé sur la fiche technique, alors que c'est une position d'attente. Donc clairement, ce type d'écart est tout bonnement inadmissible. Disque en hibernation, on retombe à 32 watts contre les 18 annoncés. Bref, niveau consommation électrique, je ne connais pas les protocoles de test de Ugreen, mais ils sont clairement à revoir. Notez tout de même que l'interface permet de choisir entre 3 modes d'alimentation, comme sur un PC portable: économie d'énergie, équilibré et performance maximale. Et c'est bien sûr dans cette troisième option qui donne le plein potentiel de la machine que les mesures ont été réalisées. Ce NAS peut donc accueillir jusqu'à 4 disques durs d'un maximum de 24 Tera chacun, le support des disques de 26 Tera n'étant pas officiellement annoncé dans les documentations de Ugreen, même si logiquement il devrait fonctionner. Il propose donc ainsi un espace de stockage possible de 96 Tera en RAID 0 ou JBOD, 72 Tera en RAID 5 et 48 Tera en RAID 6. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo ici en fiche ainsi qu'en description sur les différents types de RAID si vous n'êtes pas familier de ce sujet. Il est également possible d'intégrer les 2 SSD au stockage pour ajouter jusqu'à 16 Tera supplémentaires, 8 Tera par SSD au besoin, si vous ne voulez pas les utiliser pour le cache. Cependant, il ne m'a pas été autorisé de les ajouter au même volume que les disques magnétiques à plateau, donc c'est quelque chose qu'il faut noter. Souvenez-vous également que la reconstruction d'un RAID avec de très grosses quantités de données peut être très longue, et qu'il est parfois plus intéressant de multiplier les disques de petite capacité pour maximiser la disponibilité d'un système critique. En termes d'installation, on reste sur ce qu'il se fait désormais de mieux dans le domaine des NAS grand public. On détecte le NAS connecté au réseau directement via son navigateur en utilisant une adresse URL dédiée. On clique sur le bouton « Configurer » et on se laisse porter par les écrans qui nous guident jusqu'à la création du premier volume. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Il est possible de mettre des quotas aux utilisateurs, même sur des partitions BTRFS, ce qui est une bonne chose. Le NAS a été utilisable moins de 5 minutes après sa mise sous tension, lancement et premier paramétrage compris, ce qui est tout à fait conforme à ce que l'on peut attendre aujourd'hui d'un NAS grand public en 2025. Notez que mon RAID 5 de 4x4 Tera d'Aerovolve Pro n'a pris que 5 heures à se synchroniser correctement, ce qui est très bien. Et durant cette période, vous pouvez de plus parfaitement utiliser votre NAS, mais simplement avec des performances réduites en termes de débit à cause de la synchronisation. Notez que Ugreen ne vous limite pas dans le choix des disques ou SSD à utiliser. Vous pouvez donc prendre n'importe quelle marque ou modèle, y compris pour les SSD qui seront quand même compatibles tant pour créer un cache qu'un stockage dédié. Niveau prise en charge de périphériques externes en USB, je n'ai réussi à avoir que mes périphériques de stockage, c'est-à-dire disque dur externe ou clé USB. L'imprimante connectée n'a pas été reconnue, tout comme la souris ou le clavier que j'ai pu tester. Je vous rappelle mon protocole de test. Les données sont envoyées depuis un PC performant avec un AMD 5950X, 128 Go de DDR4 et Full SSD NVMe, via l'explorateur de fichiers Windows et le protocole SMB. Ces données sont hébergées sur un RAM disk afin de garantir des performances sans faille puisque benché, il permet des débits de 25 Go par seconde sur les plus gros fichiers et maintient des débits de plus de 2 Go par seconde sur les plus petits fichiers de 4 kilo-octets, soit bien plus que ce que n'importe quel NAS que j'ai déjà pu tester jusqu'à maintenant est capable de gérer. Cela permet de s'assurer que les débits relevés ne seront limités que par le NAS en lui-même ou ses éventuelles limites de connexion réseau. J'effectue mes tests avec les mêmes cohortes de fichiers pour chaque test de NAS. Une cohorte de 2700 fichiers de 64 kg, une cohorte de 659 fichiers de 1 méga, une cohorte de 136 fichiers de 50 mégas et une cohorte de 4 fichiers de plus de 1 giga. À chaque fois, j'effectue le test autant en lecture, envoie des données du NAS vers le RAM disk, que en écriture, envoie des données du RAM disk au NAS. Chaque cohorte est envoyée et reçue 5 fois afin de moyenner les résultats et éliminer les mini-fluctuations que peut rencontrer le réseau. Le cache en écriture des disques est laissé actif, mais les débits sont ceux qui restent maintenus même après la saturation du cache, les cohortes de fichiers étant dimensionnées pour permettre cette saturation. Enfin, le test est généralement fait avec un dossier non chiffré et un dossier chiffré afin de voir comment se comporte le NAS en présence d'un chiffrement
et s'il parvient ou non à maintenir ses performances. Pour ce test, j'étais connecté en direct pour le 10 gigabits par seconde entre mon PC et le NAS, tandis que la connexion 2,5 gigabits du NAS lui servait à communiquer avec le reste du réseau et à avoir accès à Internet. Et là, il faut quand même que l'on commence à aborder les soucis que j'ai pu avoir durant ce test. Les autres NAS testés dans des conditions similaires ont toujours très bien fonctionné, avec l'accès à Internet et la connexion 10 gigabits en direct sur le PC qui marchaient bien, simultanément, et les échanges qui se faisaient toujours entre le PC et le NAS au maximum de la capacité des 10 gigabits. Là, ça a été un peu plus chaotique. Parfois, les fichiers envoyés depuis le PC passaient par les deux autres connexions du PC, de sorte que je me retrouvais en multi-SMB avec 2 fois 0,5 gigabits par seconde, même pas 2 fois 1, sans aucune raison et sans réussir à forcer l'usage de la connexion 10 gigabits. De même, à un moment, je n'avais plus que les 10 gigabits avec le PC qui fonctionnait et le NAS qui n'affichait plus les paquets à télécharger car il n'avait plus d'accès à Internet, alors même que les deux ports réseau étaient toujours connectés et fonctionnels quand j'allais voir dans la partie réseau du NAS. Bref, sur le plan de la stabilité du système, UGOS Pro, le système d'exploitation des NAS Ugreen, a encore de gros progrès à faire. Mais nous y reviendrons vraiment dans une section dédiée et plus détaillée. Comme d'habitude, je vous ai repris mes résultats dans un graphique pour plus de clarté. Dans un dossier non chiffré, j'ai pu écrire à 6 mégaoctets par seconde sur les plus petits fichiers et jusqu'à 96 mégaoctets pour les fichiers de 1 méga, 428 pour les fichiers de 50 mégas et 440 pour les gros fichiers de 1 giga. Alors clairement, c'est extrêmement décevant pour une connexion 10 gigabits seconde qui peut grimper à un maximum théorique de plus de 1200 mégaoctets par seconde. En lecture depuis le NAS, les débits étaient respectivement de 12, 189, 326 et 441 mégaoctets par seconde pour les fichiers de 64 kg, 1 méga, 50 mégas et plus de 1 giga. C'est là encore bien insuffisant pour me satisfaire sur un NAS avec une connexion 10 gigabits seconde, puisque nous sommes à maximum 3,5 gigabits seconde pour les plus gros débits. Dans les faits, il semble que pour utiliser correctement ce NAS, il est absolument nécessaire de s'équiper d'un switch 10 gigabits par seconde pour que les deux ports réseau soient sur la même plage d'IP, le même réseau, et communiquent avec la même passerelle, sans quoi vous serez très ennuyé. Et c'est bien dommage parce qu'un tel switch est encore un peu cher, alors que j'utilise quotidiennement un NAS 10 gigabits seconde connecté en direct avec ma machine pour travailler efficacement, tout en le reliant en 2,5 gigabits par seconde au reste du réseau, vitesse tout à fait suffisante pour les autres usages, sans rencontrer la moindre difficulté et le moindre problème avec ce type de configuration. Les débits avec un dossier chiffré, eh bien je n'ai pas pu faire le test puisque UGOS Pro ne me permet tout simplement pas de mettre en place des dossiers chiffrés pour en sécuriser les données qu'ils contiennent. Et je trouve quand même que c'est un comble, tant cette fonction fait partie des basiques de la sécurité d'aujourd'hui. La copie en interne m'a également un peu déçu, car là où je m'attendais à ce que le BTRFS duplique les données quasi instantanément, c'est une copie normale pour ainsi dire qui s'est faite, et à une vitesse terriblement lente d'à peine 190 mégaoctets par seconde, alors qu'il s'agissait de gros fichiers vidéo, ce qui est encore moins rapide que via le réseau, qui est pourtant déjà très lent. Je pense que la faute de ces débits est clairement une sous-exploitation de la fonction de cache SSD, qui semble encore très mal gérée par le système. Je ne compte plus les transferts effectués lors de mes tests où les SSD restaient tout simplement au repos ou quasi inutilisés, ce qui limitait donc grandement les débits absorbables par le NAS, qui aurait pu les utiliser pour recevoir les données à pleine vitesse avant de les répartir sur les disques magnétiques. Ce qui est quand même le principe de base de la mise en place d'un cache SSD. Et j'ai eu beau refaire le cache SSD plusieurs fois, redémarrer le NAS, rien n'y a fait, j'ai toujours plafonné à des débits relativement médiocres. En termes d'usage, il est possible sans souci de lire plusieurs sources vidéo 4K en simultané si c'est le périphérique de lecture qui assure le décodage du fichier, puisque dans ce cas, le NAS s'occupe d'uniquement envoyer des données brutes au périphérique de lecture. C'est d'ailleurs au cours de toutes mes vidéos l'usage que je vous recommande pour obtenir des performances stables avec tout type de fichiers. Sans paquet additionnel, il m'a été possible de lire mes vidéos de test en 4K directement dans mon navigateur avec une lecture instantanée et du son. Cependant, il n'était visible qu'en 1080p et avec d'énormes artefacts de compression très largement visibles. Cet usage est donc à réserver à une prévisualisation des vidéos pour les trier, mais guère plus. Avec Jellyfin, qui ne dispose d'aucun client natif et donc monté sous conteneur Docker lorsque vous l'installez, je n'ai jamais réussi à utiliser le iGPU de l'Iris Xe du Pentium Gold embarqué. Pour les transcodages, ils se sont toujours faits avec le processeur uniquement, occasionnant des lags lorsque j'ai essayé de lire 3 fichiers simultanés, dont mon Wonder Woman, traditionnellement compliqué pour les petites configurations. Même en laissant un peu de temps pour avancer le transcodage, les arrêts sont rapidement revenus, montrant les limites du processeur s'il n'est pas assisté par son iGPU. Alors là encore, j'ai réinstallé plusieurs fois le conteneur, j'ai activé et désactivé l'option d'usage du GPU dans les options de ce conteneur, j'ai redémarré le NAS, j'ai redémarré le conteneur, sans succès. Le GPU est resté désespérément dans les bras de Morphée. Par ailleurs, le fait que Jellyfin ne soit proposé qu'en virtualisation le rend de facto plus complexe à utiliser,
puisqu'il faut aller dans les paramètres du conteneur pour donner accès au dossier hébergeant les vidéos avant de pouvoir les voir dans l'interface de Jellyfin et donc dans l'interface de gestion. C'est pas très user-friendly et en tout cas, c'est pas du tout adapté et accessible à des utilisateurs débutants. Compte tenu qu'il s'agit d'un nouveau constructeur et d'un nouvel OS, je vais rentrer un peu plus que d'habitude dans les détails d'usage pour vous donner une bonne idée des possibilités et des limites du produit. L'OS UGOS Pro regorge de plein de bonnes idées et d'un fort potentiel malheureusement encore pas correctement exploité. Par exemple, on peut personnaliser l'affichage de la gestion du stockage avec des widgets selon son choix et ses besoins, et ça c'est une très bonne idée. Tout comme les liens vers le centre de ressources et les questions fréquentes qui sont affichés directement dans les écrans qui les concernent. Le centre de paquets qui permet d'installer des applications supplémentaires selon ses besoins accuse cruellement la jeunesse de la marque sur le marché des NAS, avec en tout et pour tout 22 paquets listés. C'est peu, très peu. Et surtout, il y a pas mal de manques flagrants et de paquets trop limités, même quand ils sont proposés. Bon point cependant, il est tout à fait possible de lancer plusieurs installations de paquets en parallèle, sans attendre que l'un termine son installation pour que l'autre se lance. Pour faire le tour des paquets, il y a d'abord ceux qui vont aller se dockeriser, ce qui les rendra moins simples à utiliser que des paquets natifs, comme je l'ai déjà dit pour Jellyfin par exemple. Il y a ensuite ceux dont on ne comprend pas trop l'utilité, par exemple Firefox, que vous ne pourrez utiliser que dans le navigateur de votre PC en accédant au NAS. En effet, impossible de l'afficher via le port HDMI du NAS, ce qui rend donc sa présence tout à fait inutile. Car s'il avait pu s'afficher sur le port HDMI, il aurait permis d'accéder via le NAS à YouTube, Netflix ou d'autres plateformes du genre, ou encore même à jouer dans le cloud, par exemple avec du Nvidia GeForce Now. Mais là, afficher un navigateur dans son navigateur, en fait, je pige pas l'intérêt ni la logique. Oubliez également l'hébergement facile de sites web. Si vous voulez du WordPress, du PHPBB ou du Joomla, il faudra encore et toujours passer par de l'image Docker, et pas par un client dédié natif. Les seuls paquets natifs présents sont pour se créer une bibliothèque musicale accessible en DLNA, héberger ses propres photos et disposer d'options d'IA pour reconnaître les visages, des paquets pour effectuer des sauvegardes, des téléchargements autonomes ou encore héberger sa propre suite bureautique. Et d'ailleurs, la suite bureautique se base sur OmniOffice et fonctionne parfaitement et en 3 clics. Le centre de téléchargement fait parfaitement le job. Le système de synchronisation et de backup aussi, avec un client pour PC qui est plutôt simple à comprendre. Par contre, le paquet Cloud Drive ne permet de communication qu'avec G-Drive et OneDrive, ce qui en limite terriblement l'usage. Au rang des autres grands absents, notez que nulle part dans l'interface je n'ai trouvé de prise en charge d'AFP pour les utilisateurs de Mac. Je n'ai pas trouvé de dossier de la norme WORM, Write One, Read Many, pour la sécurité des données les plus critiques. Je n'ai pas trouvé comment faire de mise en place de quotas uniquement pour un dossier personnel d'un utilisateur, mais pas pour ce qu'il pourrait verser dans d'autres dossiers partagés. Notez également que nous avons un NAS compatible BTRFS, mais que je n'ai pas trouvé comment faire de snapshot instantané permis par ce format de fichier, et que je n'ai pas non plus vu d'option pour créer des connexions VPN entre plusieurs serveurs ou ordinateurs. Ensuite, parmi les autres incongruités, il y a la possibilité de mettre un slash dans le mot de passe d'un utilisateur, ou encore la suppression d'un dossier partagé qui nécessite d'aller chercher un menu dédié gestion des dossiers partagés pour trouver ensuite l'option de suppression, alors que un simple clic droit sur le dossier aurait été bien plus rapide, pratique et intuitif. Comme je vous le disais lors du passage concernant Firefox, la présence d'un port HDMI sur ce NAS est également mal exploitée à mon sens. Il n'est en effet pas possible d'afficher l'interface du NAS par son intermédiaire, et donc de jouer directement depuis cette interface une vidéo, une musique, un diaporama photo, ou encore d'afficher des pages web via Firefox. Pour le moment, d'après ce qui est indiqué, cette fonction se limite à utiliser son smartphone pour se connecter à son NAS, y choisir une vidéo, et en demander de cette façon l'affichage via un bouton dédié dans l'application. Alors c'est tout de même ultra limitatif, pour ne pas dire carrément inutile, puisque dans ce cas, il serait encore plus simple, plus intuitif et plus facile d'aller chercher la vidéo depuis son téléviseur via DLNA ou via un logiciel dédié type Plex. C'est dommage car pour des usages simples avec son navigateur intégré et sa suite bureautique, en permettant la connexion native d'un écran, d'un clavier et d'une souris, ce NAS aurait pu en même temps remplacer le PC pour une majorité de personnes, ce qui aurait été un argument plus que convaincant pour l'acheter et remplacer 2 éléments simultanément avec un seul achat. Remplacer un vieux NAS et un petit PC bureautique. Enfin, dernier reproche, il m'est parfois arrivé d'avoir l'interface graphique qui ne répondait tout simplement plus, me forçant à actualiser la page pour récupérer la main.
Cela ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent sur aucun des NAS que j'ai pu tester sur cette chaîne. Proposé pour 700 € et garanti 2 ans, le Ugreen DXP 4800+ est plutôt bien placé si on regarde uniquement sa fiche technique et son prix. En effet, pour le même prix, les constructeurs historiques proposent généralement des processeurs environ 2 fois moins performants, voire même plus, mais avec souvent la possibilité de retrouver une connectique plus riche avec 3 ou 4 ports USB, avec 3 ou 4 ports réseau, des connexions USB plus rapides, etc. Reste que le matériel ne fait pas tout dans le monde du NAS, et que ce qui est vendu, c'est avant tout et surtout un système d'exploitation et une expérience utilisateur. Et dans ce cas précis, Ugreen ne brille pas par son efficacité. Restent par ailleurs les pratiques de la marque vis-à-vis de ses partenaires. En effet, j'ai eu accès aux briefs donnés aux testeurs rémunérés par la marque pour réaliser leurs tests. Ce qui n'est pas mon cas et qui m'exonère donc de le respecter, et c'est très bien ainsi. Et je dois bien avouer que face aux concurrents, dont les briefs sont inexistants ou juste là pour vous aider à avoir une vue d'ensemble des fonctionnalités phares du produit, ici c'est une toute autre histoire. La marque impose des phrases ou des exemples obligatoires même s'ils ne sont pas vrais, interdit des phrases, interdit des comparaisons, ou interdit même tout simplement de dire que c'est une marque chinoise ou qu'elle faisait auparavant du petit accessoire pour smartphone. Et l'accord impose même un droit de regard et de modification du contenu sans limite par la marque. Donc un testeur soumis à ce contrat se retrouve à proposer ni plus ni moins qu'une publicité orientée par Ugreen et non un test objectif et indépendant, ce qui pose à mon sens de sérieuses questions éthiques. Je tenais donc à partager également cette information avec vous parce qu'elle me semble importante. Parce que oui, c'est une pratique malheureusement très répandue, comme je vous l'expliquais dans une vidéo dédiée aux pratiques commerciales sur les réseaux sociaux, je vous remets ici en fiche ainsi qu'en description. Mais le fait qu'elle soit répandue ne la rend pas moins contestable et surtout particulièrement en contraste avec la liberté laissée par les principaux concurrents sur le marché du NAS pour leur partenariat. Il m'est plutôt difficile de conclure ce test de façon tranchée. D'un côté, Ugreen propose un produit bien construit, bien fini, avec quelques bonnes idées et un prix ultra compétitif au regard du hardware qu'il embarque. D'un autre côté, UGOS Pro n'a de pro que son nom et souffre encore de beaucoup trop de lacunes, de défauts d'optimisation, comme la gestion multiple des réseaux, le cache SSD qui est très aléatoire, l'interface qui n'est pas toujours totalement stable, trop d'options et de fonctions qui sont absentes, et d'un manque cruel d'applications natives et faciles à mettre en place sans passer par une containerisation qui rebutera les utilisateurs les moins à l'aise. Alors certains me diront à juste titre qu'avec Docker on peut quasiment tout faire, et qu'il est possible, puisque ce NAS le permet, de passer facilement à TrueNAS pour bénéficier d'un OS stable et éprouvé depuis longtemps. Certes, je suis d'accord. Mais dans ce cas, Ugreen n'apporte plus rien et n'a pas de raison d'être puisqu'un mini PC avec un Pentium Gold 8505, 8 Go de RAM et 128 Go de NVMe pour le système se trouve pour moins de 250 €. Donc quitte à aller dans la bidouille et le bricolage, autant s'économiser les 450 € d'écart qui permettront sans problème de mettre une carte réseau en double 10 Gb, acheter un boîtier pour mettre proprement les disques, etc. Ce qui justifiera alors amplement de s'enquiquiner à configurer soi-même sa machine, puisque l'on gagnera encore quelques centaines d'euros dans l'histoire. Pour les early adopteurs enthousiastes qui veulent découvrir, bidouiller et expérimenter, ce NAS sera malgré tout une alternative possible. Pour tous les autres, les défauts de jeunesse sont encore, à mon sens, beaucoup trop présents et surtout beaucoup trop impactants sur l'expérience utilisateur et sur la facilité d'utilisation pour que ce NAS puisse être recommandé en l'état à tout un chacun. À n'en pas douter, ce discours pourra être radicalement modifié d'ici quelques mois. En effet, Ugreen semble bosser dur pour faire évoluer son OS et les fonctions qu'il embarque. Il y a encore 3 mois, l'OS ne proposait pas de gestion de la politique de mot de passe pour les utilisateurs ou de paquets natifs pour la bureautique collaborative. Et c'est désormais chose faite et ça fonctionne parfaitement. Laissons donc le temps au temps. D'ici 1 an maximum, je suis certain que l'OS sera plus mature, plus stable et plus optionné pour répondre à tous les besoins et que le matériel Ugreen tournant sous Ugreen OS Pro sera une excellente alternative qui forcera la concurrence à resserrer ses prix et proposer du matériel plus actuel. Mais en l'état, en tout cas, je ne peux pas vous recommander ce produit pour l'instant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Il y a également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description, qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.